CFE, CGC, UNSA, mieux comprendre l'entreprise pour agir ensemble. On a le plaisir d'accueillir Yves Lemoyle, qui intervient aujourd'hui en tant que directeur général de la Fédération française des télécoms. Je crois que certains d'entre vous ont eu le plaisir de partager le travail d'équipe ensemble dans le passé. Et aujourd'hui, Yves, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation, va d'une part revenir rapidement sur une étude que je crois on avait déjà eu l'occasion d'évoquer, en tout cas dans les colonnes au moins de nos blogs, qui est une étude sur l'impact des télécommunications en France, donc qui va vous donner des éclairages complémentaires à ce qu'on a pu avoir hier matin. Et puis ensuite, le responsable de la communication de la Fédération a dit que c'était Dada d'Yves Lemoyle de nous parler de l'équité de la fiscalité du numérique. Et effectivement, ça fait partie des sujets que aussi nous avons largement dénoncé, à savoir que on était extrêmement ponctionné et considéré de tous les côtés comme une vache à lait en tant qu'opérateur et non pas comme un levier de développement économique, d'infrastructure, ce que nous préférerions être. Donc je vais laisser la parole à Yves pour nous présenter tout ça, et comme d'habitude on aura une séance d'interactivité. Peut-être ça vaut la peine qu'on fasse un premier jeu de questions-réponses après les chiffres, je ne sais pas. Bon, s'il y a des questions après la présentation de l'étude, on pourra les prendre tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très heureux d'intervenir devant vous. Quand je me rapproche de France Télécom, c'est toujours avec honneur, et ça éveille tellement de souvenirs en moi que tout quand je vois des têtes connues avec lesquelles j'ai travaillé, ça me fait chaud au cœur. Donc là, je suis venu en tant que DG de la Fédération française des télécoms. Juste en un mot, la Fédération des télécoms regroupait, quand elle a été créée en 2007, la totalité des opérateurs français. Depuis, il se trouve que certains nous ont quittés, un Free nous a quittés, Numérical aussi. On peut imaginer pourquoi. Mais en tout cas, notre fédération est ouverte, elle est ouverte à tout le monde, et on y trouve les opérateurs fixes, mobiles, MVNO et les opérateurs de réseau. Donc tout le monde est dans cette fédération et travaille sur tout ce qui concerne les domaines transversaux, sur tout ce que nous partageons, que nous avons en commun comme enjeu. Et tout ce qui est concurrence, bien sûr, on le laisse à la porte de la fédération et on n'évoque pas ces sujets-là. Vous verrez que sur les sujets transversaux, il y a beaucoup de choses à faire parce que le secteur a été quand même pas mal vilipendé, et quand je travaille avec des interlocuteurs institutionnels ou politiques, on voit que l'estime qu'ils ont pour ce secteur est quand même assez basse. Et notre boulot ici à la Fédération, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on le voit, essayer de remonter un petit peu cette image de ce secteur. Quand on est dans une maison comme la vôtre, moi j'avais pas conscience en arrivant à la Fédération qu'il y avait cet écart entre la perception que l'on a de bien faire son boulot et puis la résultante que peuvent en avoir des décideurs à l'extérieur de notre boulot. Donc, je vais essayer de vous présenter en quelques mots l'étude que nous avons faite, qu'il faut qu'on arrive à factualiser le plus souvent possible ce qu'on essaye de passer comme message. Et donc, on a fait avec Arthur De Little une étude en fin d'année 2011, début d'année 2012, sur l'économie du secteur. Et à partir de ces chiffres-là, que l'on va réactualiser d'ailleurs, on vient juste de relancer la même étude de façon à l'actualiser dans des circonstances que l'on peut imaginer en quelques mois ont beaucoup changé, donc il y aura des changements dans cette étude que nous publierons donc à la rentrée. Et je dois dire que là, on a déjà une perception avec des chiffres qui ne sont pas forcément connus, on en fait l'expérience tous les jours, et qui méritent d'être partagés avec le plus grand nombre, et c'est pour ça que je suis ici. L'histoire que je vais essayer de vous raconter, elle tient finalement en 3 épisodes. Le premier, c'est les télécoms ont maintenant un poids tout à fait considérable dans la vie de la société, dans l'économie de la France. Ça, c'est le premier chapitre.
Le deuxième chapitre, c'est finalement ces opérateurs sont des investisseurs extrêmement importants dans l'économie nationale. Peu de gens se rendent compte du poids que ça représente au plan économique et du levier que ça constitue. Et le troisième chapitre, celui que j'aime bien en particulier, parce que je pense que c'est un combat qui mérite d'être vécu, c'est celui de la fiscalité qui pèse sur nous et qui pèse pour quelques milliards sur lesquels ça vaut le coup de se battre. Donc, rapidement, c'est ce que je viens de vous dire. Je commence par le premier chapitre, donc, avec quelques chiffres en tête pour illustrer ce que je disais sur les télécoms qui constituent donc quelque chose d'essentiel dans la vie de la société, dans la vie des citoyens. Je ne vais pas être long sur ces chiffres-là. De toute façon, cette étude, elle est à vous, hein, elle est pour vous, donc vous l'utiliserez, elle est disponible sur notre site ou bien aussi ici dans les documents que vous seront éventuellement utilisés. Donc, dans ce domaine, ce que l'on voit, c'est que quelques éléments. D'abord, la France, vue de l'extérieur, quand on parle des investisseurs étrangers, c'est une région du globe extrêmement attractive. On a des atouts dans le domaine des réseaux numériques. Autre élément extrêmement important, cette perception qu'ont aujourd'hui les Français, que ce soit le grand public ou les entreprises, des télécommunications qui sont non seulement des objets, mais des outils incontournables de la vie quotidienne et qui marquent absolument toutes les générations. Et puis autres éléments sur lesquels vous avez déjà eu des présentations mais qui sont importantes pour nous. Ce secteur, il pèse à peu près 300 000 emplois en France, et ces emplois-là, ils sont précieux comme on l'imagine tous. Alors, peut-être, à titre d'illustration, quelques éléments ici pour montrer, je dirais, la prégnance de ces télécoms dans la vie quotidienne. Je ne vais pas être parce que tout ça, vous le connaissez, vous voyez dans les études qui sont diffusées, et toutes ces statistiques que vous avez sur le graphe qui est à droite là-bas ne font que croître, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans des usages des télécoms qui imprègnent la vie quotidienne, qui sont incontournables, que l'on fasse, que l'on soit en relation avec l'administration, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des services administratifs, ou bien encore dans la vie courante, je ne parle même pas des réseaux sociaux. La courbe qui est là, elle est déjà à réactualiser très fortement, puisque ces réseaux sociaux explosent. Donc ça, c'est juste un élément de rappel. Autre élément qui est extrêmement important, j'allais dire, dans les conversations de tous les jours, parce que ces conversations, elles sont souvent empreintes d'ambiguïté, ou en tout cas d'éléments qui sont pas souvent basés sur des chiffres. Ici, on a des chiffres qui sont ceux de l'INSEE, pas les chiffres de la Fédération, ce sont ceux de l'INSEE. Qu'est-ce que disent ces chiffres? Quand on vous dit les télécoms, ça pèse très lourd dans le budget des ménages et ça augmente sans cesse, la réalité n'est pas celle-là. La courbe rouge montre le poids des factures télécom qui sont reçues régulièrement par les ménages. Cette croissance est relativement faible, hein, 0,3% sur la période qui est estimée ici à 5 ans. En revanche, la perception qu'ont souvent les utilisateurs, c'est-à-dire nous, quand on est des vrais citoyens et qu'on reçoit une facture à la maison, c'est qu'effectivement, on consacre de plus en plus de budget à forcément ce qui est les télécoms, mais à tout ce qui est le multimédia, etc. Et là, c'est vrai, parce que vous voyez que la courbe bleue, elle croît notablement, et que la part qui est consacrée aux achats de tous les outils qu'il y a derrière les télécoms, donc ils ne sont pas vendus forcément par les opérateurs, que ce soit les écrans plats, les différents pads que vous utilisez, etc., les ordinateurs, ça croît beaucoup. Hein. Et donc cette perception globale que l'on consacre de plus en plus dans le budget des ménages à cet environnement de communication est réelle. Hein. C'est une vraie perception. En revanche, ce que nous percevons, nous, en tant qu'opérateurs, c'est à peu près ça. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure, dans les chiffres, malheureusement, le chiffre d'affaires des télécoms, des opérateurs télécoms, non seulement plafonne, est en cours de diminution, malheureusement, aujourd'hui. Alors ça aussi, c'est intéressant, quand on parle de pouvoir d'achat. Hein, vous avez vu récemment, qui est paru dans le Monde il y a une semaine, hein, une courbe qui montrait l'évolution et la baisse du pouvoir d'achat des Français ces derniers temps. Ce qui se passe ici illustre d'une certaine manière le sujet, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, on est sur la courbe rouge. Autant les autres dépenses contraintes des ménages ont cru ces dernières années, ne cessent de croître, hein, que ce soit
le gaz sur le plafond, l'électricité, le métro, les autoroutes, etc. Toutes ces dépenses-là croissent régulièrement, venant malin de quelques pourcents chaque année. Il n'y a qu'un seul secteur dont le coût global diminue, les prix diminuent. Ça encore sont des statistiques de l'INSEE, c'est pas les autres. Et ceci avant l'arrivée de prix. L'estimation qui a été faite ici en 2012 est une estimation qui a été faite avant la publication des tarifs de prix. Donc vous voyez qu'en fait, les télécoms ont restitué du pouvoir d'achat ces dernières années. Et restituer du pouvoir d'achat, c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant qu'en matière de volume et d'usage, les usages ont explosé. C'est-à-dire que ce que l'on faisait il y a 5 ans, et vous voyez, c'est aussi bien dans le fixe que dans le mobile, les courbes, les diagrammes, les histogrammes qui sont en clair par rapport à ceux qui sont en bleu foncé, ici sur la partie gauche. Vous voyez qu'il y a une explosion de ces usages sur ces 5 dernières années, avec certains qui sont absolument emblématiques, tels que celui des SMS, qui se comptent maintenant en milliards, et qui continuent de croître de manière tout à fait inattendue, parce que quand on a ouvert les services SMS, on ne s'attendait pas du tout à ce genre d'utilisation. Et tout ça croît de manière pas encore formidable. Et je vous rappelle le slide d'avant, alors que les prix baissent, les prix globaux. Donc on est dans une démarche assez unique par rapport à la consommation générale en France comme dans les autres pays, et en France en particulier au niveau des prix. On est dans une démarche dans laquelle on en a beaucoup plus pour moins d'argent que ce qu'on dépensait précédemment. C'est très important d'avoir en tête cette image et d'avoir en tête les chiffres qui vont avec. Les chiffres, on ne les a pas inventés, ce sont des chiffres qui sont publiés par l'INSEE. Et vous voyez qu'à côté, on a une idée de ce qui va se passer dans le futur. Là, on regardait le passé. Dans le futur, les usages vont continuer d'exploser avec des multiplications vertigineuses de l'explosion des usages data sur le mobile, par exemple, Internet. Si c'est pas multiplié par 50, ce sera par 60, ce sera par 40. Je veux dire, toujours est-il que ces prévisions qui sont confirmées chaque année sont quand même extrêmement interpellantes. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est nos réseaux qu'on doit dimensionner de cette manière pour que ça puisse absorber ce genre d'explosion des usages. Donc ça c'est des choses tout à fait fondamentales. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure aussi sur l'attractivité du territoire national, on décrit souvent notre pays comme étant catastrophique, arriéré, etc. Vu de l'étranger, c'est pas ça du tout. On a un très beau pays en termes d'infrastructures, que ce soit les infrastructures télécom, les infrastructures TGV, les infrastructures d'autoroutes. Ça nous est envié par la plupart des pays au monde, dans un pays comme le nôtre. Donc on est dans un schéma où cette attractivité joue beaucoup et la partie télécom est extrêmement importante. On est aussi observé ce point de vue-là de manière positive quand on est au moins. Alors, souvent, y compris les politiques chez nous, sont très critiques sur ces sujets-là. Je trouve qu'on n'est pas assez présent partout, etc. À chaque fois, je leur dis, mais regardez à l'étranger, on leur amène des statistiques, on leur montre des cartes, etc. pour leur expliquer que la perception qu'on a, il faut arrêter de se tirer des balles dans le pied et se dire en permanence qu'on est tout mauvais, tout bonheur. Ça n'est pas vrai. Bon, là, je vais passer assez vite. C'est tout ce qui apporte de la compétitivité aux entreprises derrière le numérique. On le sait, on n'est pas forcément en mauvaise position en termes de connexion, notamment des PME à l'Internet. Là, on n'est pas bon. Il faut reconnaître là où ça marche pas. On n'est pas bon sur ce qui concerne l'usage que l'on fait de ces sites Internet. Il y a peu de sites Internet français dans les PME qui sont des sites qui font la transformation, qui vont jusqu'à la transaction. On est dans la description, on est beaucoup moins actualisé sur ces sites. En revanche, on est beaucoup moins marchand, on est beaucoup moins dans la transaction que le sont les Anglais, les Allemands, etc. Autour de leur site Internet. Alors, là encore, j'aime beaucoup ces slides-là parce que ça nous place dans une perspective qui est mondiale. C'est un extrait d'une étude qui a été faite par Harvard University. On ne peut pas non plus taxer les Américains de jeter forcément des fleurs aux Français. Ce classement qui est fait a été fait en fait sur 33 pays. Je n'ai extrait ici que 5 ou 6 d'entre eux
parce que les autres pays qui sont devant nous, hein, il y en a quand même qui sont devant nous, c'est des pays où j'estime que nous ne sommes pas forcément comparables. Hein. On va trouver sans doute le Japon et la Corée devant nous, mais on va trouver aussi les pays du Nord, hein, avec lesquels on aime bien nous comparer, les Pays-Bas, la Slovénie, la Suisse, le Liechtenstein, etc. Ils sont très antiques ces pays-là, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais c'est quand même préférable de se comparer à des pays comparables, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, etc., que de se comparer à des pays comme cela. Et là, quand on regarde ce que nous dit cette étude, il y a 3 critères dans cette étude qui sont mixés. Il y a le critère de la pénétration, hein, à la fois du fixe et du mobile, hein, on est dans le fixe et le mobile. Il y a les débits, et il y a donc les prix. Et vous voyez que sur ces 3 critères, quand on se compare, quand l'étude compare les pays entre eux, nous sommes en première position par rapport aux autres 5 pays qui sont des pays comparables au nous. Donc, une fois encore, c'est pas notre étude, hein, c'est une étude qui a été faite par des Américains. Je préfère presque encore celle-là, et là, comme la présente à l'ARCEP, généralement britannique, cette étude a été faite par l'Ofcom en 2011. Avant que Free rentre sur le marché français. Et qu'est-ce qu'elle montre, cette étude-là? Une fois encore, les Anglais, il ne faut pas dire non plus que ce soit forcément pour nous faire des fleurs qu'ils ont fait l'étude en question. Qu'est-ce que montre cette étude? Certes, c'est que les Anglais sont les champions du monde dans le domaine des prix sur les télécoms, c'est ce qui est le histogramme de gauche, sur chacun des paniers en question. L'étude en question, qui est une étude que je vous invite à regarder sur le site de l'Ofcom, elle fait presque 340 pages. Hein. Il n'y a aucune autre étude au monde qui a été faite aussi bien faite, aussi précise, aussi documentée. Et c'est pas l'ARCEP qui a fait ça chez nous, c'est l'Ofcom qui a fait ça. Et elle compare, dans le cadre de paniers de consommation, parce qu'on se jette toujours des prix à la figure pour expliquer qu'on est plus cher en France, elle compare là vraiment des paniers de consommation dans des conditions différentes. J'en ai pris 3 ici, qui sont le panier moyen d'un foyer au débit aux besoins basiques, le premier. Le deuxième, c'est une famille aux besoins multiples. Et le troisième, c'est un foyer aisé de 2 personnes. Et vous voyez là que la France, qui est le deuxième donc, dans ces histogrammes, là, avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge, se trouve évidemment, si j'ose dire, en excellente position en termes de prix sur le fixe, vous le savez, on est quasiment champion du monde avec notre triple play à une trentaine d'euros en France, ça n'existe nulle part ailleurs. Aux États-Unis, ça vaut presque plus de $100, hein, le même type de service, et dans les autres pays en Europe, c'est aussi beaucoup plus cher. En revanche, on nous critiquait beaucoup sur les prix du mobile. Là, si vous regardez la partie jaune sur le mobile bois, hein, par exemple, vous voyez que dans ces prix du mobile, et c'était avant l'arrivée de Free, on était en 2e ou 3e position sur le canal. Donc, quand on nous sert l'explication que l'on a fait rentrer un opérateur parce qu'il n'y avait pas assez de concurrence sur le marché français, alcool, hein, quand on regarde les choses de manière objective, hein, c'est pas nous qui avons fait l'étude, on l'a même pas commandé, hein, c'est pas ce que dit l'étude. Et c'est pas une étude française, c'est une étude anglaise. Je me permets, en tant qu'ancienne veilleuse, de confirmer que l'Ofcom, ce sont, dans le domaine des télécommunications en règle générale, parmi les études les plus sérieuses, parce qu'ils savent réellement comparer les offres. Et je vous invite, moi j'ai déjà commencé à le faire parce que dans mon entourage j'en ai ras-le-bol, franchement, d'entendre des gens qui disent « Ah, mais vous êtes tellement gavés !» Et bah, j'envoie le lien pour que les gens voient concrètement pourquoi et comment on s'y gagne. Quel Ofcom qui donne la meilleure mobilité des deux, c'est le régulateur anglais. que le FUS aussi. Oui, c'est l'anglais là, c'est l'anglais. Donc effectivement, l'Ofcom c'est l'organisme de régulation, c'est l'équivalent de l'ARCEP en Angleterre, c'est que l'Ofcom en Angleterre gère aussi la partie audiovisuelle que ne gère pas l'ARCEP actuellement. Voilà, mais je pense que c'est tout à fait exact, c'est-à-dire que plus on sera des prosélytes de ces démentis, des contre-vérités qui sont exposés facilement, plus on fera un travail intéressant et porteur pour vous. Alors, sur un autre chapitre, toujours dans le même chapitre, mais sur un autre thème, c'est celui des emplois,
je ne vais pas forcément être très long parce que je pense que vous avez eu une très belle présentation sur ces sujets-là. Simplement, nous on avait travaillé avec Lexecode pour qui nous disent qu'est-ce que représentaient les télécoms ici en France en matière d'emploi. Donc ce qui nous est sorti assez logiquement, c'est que pour ce qui est des emplois directs, on est autour de 125 000 depuis quelques années en France, entre tous les opérateurs. Orange, évidemment, en fait une très large partie par rapport aux autres opérateurs aujourd'hui en fonction. Et puis, on a un certain nombre d'autres emplois indirects que l'on va trouver dans tous les gens que vous utilisez en tant qu'opérateur, dans les régies, sur le SI, dans les gens qui font l'entretien, la construction, les sous-traitants que vous utilisez sur les services après-vente, services clients, etc. Voilà, vous avez toute cette population-là qui, grosso modo, représente à peu près 300 000 emplois. Et je pense que la présentation que vous avez faite hier, on vous expliquait là où il y avait des menaces, en particulier sur ces emplois, je peux venir bien. Alors, cet histogramme est intéressant aussi. Là encore, pour revenir sur ce qu'aiment bien porter les journalistes, ce qu'aiment bien porter les politiques, qui est la sublimation permanente de ce que sont les acteurs de l'Internet par rapport aux télécoms. Les télécoms, on en parle très peu, sauf quand il s'agit de leur prendre la laine sur le dos. On parle surtout de Google, de Facebook, etc. Enfin, c'est des gens qui sont reçus au niveau de l'État, auxquels on laisse une large part de présentation dans toutes les tribunes, etc. Quand on regarde en termes d'emploi en France, c'est j'ai cru comprendre une des préoccupations aujourd'hui majeures de notre pays, ce qu'on voit, c'est que effectivement, on a des opérateurs télécoms qui, comme je disais tout à l'heure, représentent 125 000 personnes. Je reviendrai sur les autres après, mais on a dans ce qu'on appelle les GAFA, les Google, Apple, Facebook, Amazon, on a à peu près 2000 emplois en France. C'est pas les mêmes ordres d'idées. Alors, on peut nous expliquer qu'on a créé tel ou tel centre à tel endroit, c'est pour quelques personnes qu'on crée ces emplois, c'est à peu près 2000 personnes. Chez nous, il y en a 300 000 au total, il y en a 125 000 directement chez nous. Alors, il y a un autre petit commentaire que je ferai sur les autres colonnes, les équipementiers et les fournisseurs de terminaux. Si on avait fait cet histogramme-là il y a 10 ans, ces colonnes-là, elles seraient presque comme la rouge. Je pense que là aussi, quand on va voir à Bercy les nouveaux ministres, là, on leur dit attention, la rouge, faut y faire attention, parce que vous voyez ce qui s'est passé sur les deux bleus d'à côté. Il a fallu 10 ans pour que ça disparaisse, là. Ce genre de situation. Elle est, je dirais aussi, aujourd'hui un constat, qui est un constat dramatique, c'est-à-dire que toute l'industrie dans le domaine des télécoms n'existe plus en France. Il n'y a que quelques appendices qui subsistent. Alors, on va passer au deuxième chapitre de l'histoire qui concerne les investissements. Avec, là encore, quelques chiffres. Les opérateurs de télécom investissent chaque année, ça aussi, chaque année, cette pérennité des investissements est extrêmement importante, environ 6 milliards d'euros. C'est entre 6 et 7 milliards, on l'a dit tout à l'heure. 6 milliards d'euros chaque année. Chaque année, 6 milliards d'euros. Ces 6 milliards d'euros, c'est en fait le premier investisseur privé en France, globalement, pour les ces opérateurs. Et comme on sait que ces investissements pour les opérateurs, c'est vital. On peut arrêter pour des raisons économiques, qui sont serrées les coûts, etc., d'investir ou investir un petit peu moins pendant 1 an, pendant 2 ans. 3 ans, c'est fini. On n'a plus de qualité de service, on ne peut plus innover, on n'a plus de nouveaux services, etc. Donc l'investissement, c'est vraiment consubstantiel d'une activité de télécom. Un opérateur, c'est un investisseur. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre. Ces 6 milliards, grosso modo par an, ça fait ni plus ni moins que 10 euros par Français et par mois. Et encore, il faut avoir ça en tête. On n'est pas une industrie qui tous les jours occupe la une des événements. On n'est pas l'automobile. Et pourtant, on est beaucoup plus important en termes économiques que ce secteur. Alors, voilà ce qui se passe en termes d'investissement. Ça sont des trajectoires sur 5 années, avec une prévision pour 2012. Les investissements, vous voyez, qui continuent d'être plus importants dans le fixe que dans le mobile. Le mobile étant en bleu en bas dans les histogrammes.
Et vous voyez que sur les 3 dernières années, 2010, 2011, 2012, il y a un petit delta supplémentaire qui est non nul, qui correspond, en plus des investissements, je dirais, récurrents traditionnels, à l'achat des licences. Les opérateurs ont acheté, alors en 2010 c'était les licences 3G, de complément de Free et de SFR, et bien sûr en 2011 et 2012 c'est l'acquisition des licences 4G. Donc en fait la somme de ces 3 années, globalement, pour ça autour de 5 milliards d'euros. Encore, ce sont des chiffres considérables, en plus de ce qui est investi de manière récurrente, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez que sur l'histogramme de droite, les télécoms représentent autant que l'investissement qui se fait dans les réseaux électriques et les réseaux ferrés, ensemble. Donc, vous êtes des acteurs économiques majeurs sur le terrain national. Et ça, c'est extrêmement important d'en avoir totalement conscience. L'autre point qui est important aussi, sont les courbes qui sont tracées sur les histogrammes. La courbe rouge qui prend en compte la partie verte, donc des investissements faits dans les licences, la courbe bleue vous explique. Cette courbe, c'est la courbe d'effort d'investissement qui est fait par les opérateurs par rapport au chiffre d'affaires. Cet effort d'investissement, c'est quelque chose que regarde notamment le marché financier. Au-delà d'un certain effort d'investissement, on dit attention, les gars, vous êtes en risque là. Donc, il faut investir, on est entre guillemets quelque part condamné à investir. En même temps, il faut investir en relation avec ce que l'on dégage comme free cash flow, ce qu'on dégage comme capacité d'investissement globalement, et bien sûr, il y a une relation avec le chiffre d'affaires. Donc, ce sont des éléments intéressants à avoir aussi en tête. Alors, ce que l'on dit, c'est que dans les 15 prochaines années, ce sont des chiffres un peu à la louche, mais auxquels on est à peu près sûr de ne pas se tromper beaucoup, malgré tout, on devrait avoir à investir à peu près 100 milliards d'euros. Donc là encore, 100 milliards d'euros, c'est 100 milliards d'euros d'investissement fait par les opérateurs. Grosso modo, dans 3 domaines. On va investir dans la fibre, on sait qu'à peu près il y en a pour 30 milliards d'euros. On va investir dans la 4G, encore, ça pèse moins, mais c'est quand même un investissement important. Et puis, ce qui est aussi très important à voir, c'est qu'un opérateur, ça doit en permanence actualiser, réactualiser, mettre à jour son réseau, ses services, ses plateformes de services, ses systèmes d'information, etc. Et que ça coûte de l'argent. Et que c'est ça qui fait, entre guillemets, vivre beaucoup de nos sous-traitants avec lesquels on travaille. Ce que je disais tout à l'heure sur le chiffre d'affaires, on le voit ici, et une fois encore, on n'a pas les chiffres ni 2011 globalement, ni 2012, hein. On sait qu'on est déjà en baisse de chiffre d'affaires. Donc là encore, quand on dit les opérateurs se goinfrent, etc., on a vu ce qu'il en était sur les prix, on voit globalement ce qu'il en est sur la courbe ici du chiffre d'affaires, et on voit qu'en 2012, on sera probablement là, avec 2 milliards encore de moins, que ce qui était en 2011, pardon, et que l'année suivante, on aura encore la même chose en baisse. Donc on est sur une pente descendante, malheureusement, en termes de chiffre d'affaires. Vous voyez qu'en termes de rentabilité, même chose. On est sur une courbe descendante en termes de rentabilité. Il faut encore un pacte non compris de ce qui s'est passé au début d'année avec l'arrivée du 4e opérateur. Donc, et ça, c'est ce qui, quelque part, trace, j'allais dire, la capacité d'investissement de ces acteurs. Des questions ici. Hein. On ne va pas faire de la dette pour investir en permanence. Donc, soit on dégage des marges suffisantes, soit ça n'est pas le cas. L'autre commentaire qui est à faire aussi très souvent, c'est on vous dit, vous avez des marges extraordinaires, vous avez des marges de 20%, etc. Oui, mais dans un secteur dans lequel on investit des sommes telles que celles que j'ai indiquées, avec des retours sur investissement qui sont longs, si on n'avait pas ces marges-là, personne ne nous prêterait de l'argent, aucun investisseur ne viendrait soutenir le développement de notre activité. On n'est pas dans la distribution, on est des acteurs de réseau, fondamentalement. Et on a besoin d'avoir un taux de marge à ce niveau-là. On est dans la moyenne, voire maintenant on va être en dessous de la moyenne européenne, en termes de marge. Donc il faut être très attentif au fait que là-dessus on ne raconte pas n'importe quoi et que ces marges ne sont pas des marges astronomiques, ce sont des marges absolument nécessaires pour continuer à faire de boulot d'investisseurs.
Troisième domaine, la fiscalité. La fiscalité, il y a plusieurs façons de la regarder. Moi, je porte un regard critique, j'essaye de faire partager au plus grand nombre de nos interlocuteurs sur deux points. Il y a une question de justice, il y a une question d'équité. La justice, c'est le volume de ce qu'on paye en plus d'une entreprise normale. Et l'équité, c'est ce que l'on paye, ou ce que d'autres payent par rapport à ce que nous payons. Alors, sur le premier volet, la partie justice, on va le voir, on est en fait surtaxé, nous opérateurs, d'environ 1,2 milliard d'euros chaque année. 1,2 milliard d'euros. Je vous rappelle que globalement, pour faire extrêmement simple, c'est 1,2 million de prises optiques qui ne sont pas faites. C'est des choses qu'il faut avoir en tête. Donc on est en train de se poser la question de savoir si cette surfiscalité, si elle était employée autrement, justement à faire de l'investissement productif plutôt qu'à aller servir un certain nombre de causes que l'on va voir plus tard, voilà ce que ça dégagerait. Plus 100 000 emplois dans les 15 ans qui viennent, uniquement dans la partie de notre secteur. Je ne parle pas ici de l'effet de levier que ça pourrait avoir sur le reste de l'économie. C'est un effet de levier évident. On sait très bien que, effectivement, plus on est raccordé, plus on a du haut débit, plus il y a des possibilités de se développer. Alors, en plus, on explique derrière que derrière tout ça, ces télécoms offrent des perspectives, sont des perspectives extrêmement intéressantes dans un pays qui veut justement partir à la reconquête, pour retrouver du leadership dans le domaine industriel et de services. Derrière, il y a des projets, il y a des tas de choses à faire à partir des objets connectés, sur le développement d'un certain nombre de services qui seront économes en énergie, etc. On viendra sur ce sujet. Alors, d'abord, rappeler, et ça vous connaissez bien, en tout cas France Télécom, le contexte dans lequel on est, l'écosystème dans lequel on baigne, avec ces acteurs qui sont en haut, qui représentent les acteurs du service, vous les connaissez bien, comme par hasard, ils sont presque tous nord-américains, les opérateurs qui sont en milieu, qui amènent ce réseau et avec la qualité et la permanence et l'ubiquité que j'évoquais précédemment, puis ensuite les constructeurs qui, pour un certain nombre d'entre eux, pour le cas tous, se portent plutôt pas trop bien. En termes de taxes et de surfiscalité que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de taxes spécifiques qui ne s'appliquent qu'au secteur des télécoms. Vous en avez la liste ici, le milliard 200 millions qui se décompose de la manière suivante. Tout ce qui est en haut, donc les trois premières tranches là, correspondent à des taxes qui vont essentiellement vers le domaine culturel. Donc on finance en France l'exception culturelle française. Pourquoi pas? C'est un choix, une politique qui a été félicitée en France. Pourquoi pas en être des acteurs, puisque nous utilisons la création culturelle française. Ce sur quoi nous combattons, c'est que ce soit systématiquement vers nous qu'on se retourne quand il s'agit de suppléer à l'arrêt de la publicité sur les chaînes publiques en 2009. Qu'est-ce qu'on a été voir? C'est les poches, disons, profondes des opérateurs pour remplacer donc cet arrêt de la publicité après 20 heures par une taxe télécom, la taxe Copé, sur les opérateurs. On continue. Donc ça, grosso modo, c'est autour de 250 millions d'euros par an. Nous nous sommes profondément battus sur ce sujet-là. Notre combat est entendu, j'espère qu'il est d'ailleurs en bonne voie. Il est aujourd'hui porté au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne et j'espère que nous aurons un verdict positif soit à la fin de cette année, soit au début de l'année prochaine. Malheureusement, si, comme je pense que nous allons gagner sur ce sujet-là, l'État français aura à rembourser aux opérateurs autour d'1 milliard d'euros. C'est une absurdité d'avoir fait ça. On l'a dit depuis le début, quand on a été reçu par la commission Copé, on a dit mais juridiquement votre truc ne tient pas, et on va l'attaquer. Ce qu'on a fait, et aujourd'hui, je croise des doigts pour le faire à Paris, mais en même temps, on va dire, en tant que citoyen, c'est vraiment une connerie de faire des choses comme ça. Il faudra l'assumer quelque part. Donc voilà le type de raisonnement dans lequel on est en permanence. On va vers ce qui est le plus immédiat, le plus évident.
on subventionne aussi très largement à travers la TST le COSIC, ceux qui connaissent le Centre national du cinéma. Le Centre national du cinéma, très bien, c'est lui qui aide les œuvres françaises à se développer. On participe à son financement, c'est très bien. En fait, on était sur une courbe de financement absolument explosive, qui nous amenait, si on n'avait pas empêché dans le budget de 2012, aux autres budgets en fin d'année 2011, à payer pas loin de 300 millions d'euros à ce CNC. Par ailleurs, on n'en a pas forcément besoin puisqu'il a trop de recettes. Je ne rentre pas dans les détails sur ce sujet. Aujourd'hui, on a, je l'espère, réussi à plafonner cette contribution autour de 190 millions d'euros. Là, c'est une liste qui était inférieure. Mais je vous rappelle que cette taxe, on avait été entre guillemets d'accord pour la payer en contrepartie de quelque chose qu'on a perdu, qui était la TVA à taux réduit sur les offres TVA à taux réduit sur les offres technologiques qui est partie au printemps de l'année 2011. Grosso modo, ça a coûté aux opérateurs qui l'ont pris sur eux, la TVA, ils n'ont pas retranscrit vers les clients. Ça a coûté pas loin d'1 milliard d'euros. Vous voyez qu'on manipule avec nos services des chiffres absolument astronomiques. Et l'État se sert de nous soit comme collecteur d'impôts pour telle ou telle œuvre qu'il veut soit comme étant simplement un objet taxable, identifiable facilement, ce qui est le plus souvent le cas. Ce que nous souhaitons, on n'est pas du tout contre l'exception culturelle et on va rentrer dans probablement un débat autour du deuxième acte de cette exception culturelle française. Ce qu'on voudrait, c'est que si l'État va dans ce sens-là, que nous y participions, on ait dans le budget de l'État des solutions pour financer cette exception culturelle française, auquel le budget de l'État nous participerons, évidemment. Autre point sur lesquels évidemment on est fortement taxé, ce sont des choses qu'on a aussi inventées au fur et à mesure du temps et ces dernières années notamment, et tout ça, toutes ces taxes-là n'existaient pas il y a 4-5 ans. Donc l'IFER cuivre, c'est essentiellement vous, Orange, qui l'a payé, avec les Orange qui font des accès cuivre. l'IFER antenne, en revanche, ce sont tous les opérateurs qui la payent. Vous voyez que ce secteur est vraiment soumis à un certain nombre de taxes tout à fait exceptionnelles qui posent problème. Et quand on se compare à ce qui se passe dans d'autres pays, c'est toujours intéressant de le faire, on s'aperçoit que s'il y a un domaine dans lequel on est champion du monde, c'est celui-là. Là, on est champion du monde de la surfiscalité dans les télécoms. On est devant les Italiens, dans les abattus, les Espagnols, n'en parlons pas, et les Américains, ils sont bien loin de ça, puisque on fait voter une loi qui empêche chaque État justement de faire des taxes spécifiques sur tout ce qui concerne le domaine des télécoms, pour protéger cette industrie-là. Donc on est dans une situation qui est injuste, pour revenir au vocabulaire de tout à l'heure. Alors là, on est à la phase cette fois d'inéquité. L'inéquité, elle se joue par rapport à d'autres acteurs qui sont ces fameux OTT, c'est over the top, c'est GAFA, pas encore Google et compagnie, qui sont des gens qui sont en très bonne position, en très bonne situation, qui apportent beaucoup de choses, qui sont aussi nos partenaires, dont on a besoin globalement, plébiscités par les utilisateurs, mais qui ont quand même une petite particularité, c'est qu'ils avaient commencé par faire un business assez étroit sur un certain nombre de créneaux, puis maintenant ils sont devenus les concurrents des opérateurs. Ils offrent des services voix, ils offrent des services d'accès au contenu, ils offrent des services de messagerie, tout ça concurrence aux services de messagerie, de voix, de visio, etc., etc. Donc ce sont des concurrents. Or ces concurrents-là ne sont pas régis par les mêmes règles que celles que vous avez à observer en France. Pas les mêmes règles, pas le niveau réglementaire, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet aussi, et pas les mêmes règles au niveau fiscal. Ces concurrents-là sont des gens intelligents, donc on peut saluer, parce que peut-être que si on était à la place, on ferait pareil, et qui, quand ils regardent la planète, observent avec une vue satellitaire, là où ils peuvent aller se poser leur activité. Très bien, ils ont trouvé en France un marché assez extraordinaire avec des
on l'a vu tout à l'heure, des raccordements, des débits, etc., qui vont très bien, donc ils vont pouvoir se développer tout à fait de manière extraordinaire, sauf que la partie fiscalité, ils n'aiment pas, et donc où ils sont allés là où il y a des niches fiscales en Europe, qui sont des niches légales, qui s'appellent l'Irlande et le Luxembourg. L'Irlande, c'est le roi de l'IS, le Luxembourg, c'est le roi de la TVA. Donc ils ont mis en place toute leur stratégie, leur processus de gestion financière de leur activité dans ces pays-là. Donc Google fait du chiffre d'affaires à travers la vente de services et l'utilisation des brevets délocalisés en Irlande. Amazon, par exemple, ou Apple avec Stone, c'est qu'ils vendent un service avec TVA, c'est localisé au Luxembourg. Et à travers ça, ces gens-là, qui font à peu près, ce que je voulais dire en 2012, font à peu près 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, qui en 2015 en font à peu près 9 milliards, vont payer quelques dizaines de millions d'euros en France. On n'a pas le chiffre exact, c'est difficile à appréhender, mais c'est extrêmement bas, hein, alors qu'ils devraient en payer des centaines de millions d'euros. Donc, de manière illégale, encore, ils ne font qu'appliquer les optimisations fiscales qui sont possibles, rendues possibles par l'Europe. Il y a aujourd'hui une forme d'évasion fiscale qui pèse sur les finances de l'État, c'est des recettes fiscales en moins, qui échappent à l'État, et évidemment qui les place dans une situation de concurrence tout à fait déloyale par rapport aux autres acteurs. On prend un secteur qui n'est pas le nôtre. Quand la FNAC vend un bouquin avec une TVA ou un autre pas un livre parce qu'il y a des problèmes de plafonnement, mais quand on vend un certain un appareil téléphonique ou un appareil photo à la FNAC avec un certain taux de TVA, Amazon vend le même, avec une TVA, ou qu'elle soit libre de 6 en France, elle est à 5% au Luxembourg. Et donc Amazon a évidemment un avantage concurrentiel sur la FNAC absolument considérable. Et c'est vrai pour tous les services qui sont vendus de ce type-là par ces acteurs-là. Aujourd'hui, quand on fait le calcul de ce que paye Google en termes d'impôts globaux, parce qu'ils sont encore plus astucieux que ça, ils font transiter tout leur chiffre d'affaires à travers un certain nombre de pays, les Pays-Bas, tout ça, sur toutes nos Bermudes, qui payent à peu près autour de 3% d'impôts aujourd'hui globalement sur leur revenu. Contre les impôts qui sont ceux qu'on connaît dans les différents pays européens, autour de 30%. Donc on voit bien que ces gens-là, avec toute l'astuce qu'ils peuvent avoir, optimisent et profitent de situations qui sont tout à fait inéquitables pour les autres, parce que ça les place dans une situation où ils peuvent dégager des bénéfices supplémentaires dans des conditions qui sont absolument uniques. On va pas demander à Apple, qui vend d'ailleurs déjà ses iPhones 600 euros, et qui fait 100 milliards d'euros de bénéfices en une année, 100 milliards de dollars, pardon, de bénéfices en une année, on ne va pas s'interroger sur sa capacité à payer quelques dizaines de millions d'euros de fiscalité dans les différents pays où il opère. Pourtant, c'est ça. Alors aujourd'hui, on a entrepris une véritable croisade sur ce terrain-là. On a exhumé ce problème-là qui n'était pas perçu du tout par nos politiques. Et là, du coup, comme les gens cherchent de l'argent un peu partout, ils se disent, bah oui, peut-être qu'il y a des choses à faire dans ce domaine-là. On a commencé à nous répondre au début, mais tout ça, ça va s'arranger parce qu'il y a une directive d'harmonisation fiscale qui est prévue pour 2015, avec une étape de transition qui devrait nous permettre d'avoir cette harmonisation aboutie en 2019. Alors les gars, vous êtes gentils, mais 2019, on ne sait pas du tout ce qu'on sera. Et de toute façon, ces gens-là ont pris de telles positions sur les marchés que ce ne sera plus la peine d'essayer de faire machine arrière sur quoi que ce soit. Donc on est en train de se bagarrer aujourd'hui. Alors on bossait avec l'ancienne majorité, parce qu'elle était en place avant, depuis à peu près un an, et là, avec le nouveau pouvoir politique, pour essayer qu'ils montent au créneau au niveau européen, de façon à avancer ce calendrier qui va toucher essentiellement la TVA, à bosser aussi avec l'OCDE pour qu'on renégocie des traités qui vont concerner l'IS, et notamment l'Irlande, et puis essayer d'avoir un certain nombre d'initiatives que l'on peut prendre en France, de façon à ce que ces acteurs-là aient au moins ce qu'on appelle des référents fiscaux en France,
sur lequel on puisse commencer à collecter de l'information et faire payer un certain nombre de choses déjà en termes de publicité ou d'autres services. Vous voyez, il y a vraiment un combat je veux dire, on a vraiment l'impression de se battre pour des choses utiles. Hein. Je veux dire, si nos concitoyens savaient qu'il y a des acteurs que par ailleurs ils plébiscitent, hein, tout le monde est fier de son Apple, est fier d'être le plus grand doubleur du monde, etc., ou le tweeter du monde. En revanche, ce qu'ils savent pas, c'est que ces gens-là ne payent pas d'impôts en France, alors qu'à eux, on vient leur demander le dernier centime qu'ils ont dans leur poche. Donc on est dans ce sentiment d'inéquité fiscale, on essaye de mobiliser tous les acteurs, y compris les autres fédérations en Europe, puisqu'on va amener les autres pays donc à agir en même temps que la France. On ne peut pas agir tout seul, parce que c'est un problème un peu plus global. Et on a sensibilisé d'ailleurs les Anglais, qui sont les premiers touchés en Europe. C'est en Angleterre que tous ces acteurs-là font le plus de chiffre d'affaires, et les Anglais ont calculé qu'ils perdaient à peu près, l'État anglais perdait à peu près 2 milliards d'euros de fiscalité par an. Et on n'est pas sur des routes. Nous, ça se joue probablement en plusieurs centaines de millions d'euros. Donc voilà un petit peu notre histoire. Alors, ce qu'on dit sur la partie droite de François Hollande, c'est que si cette surfiscalité était mieux utilisée, on pourrait avoir effectivement des leviers qui se mettraient en place sur l'ensemble de l'économie. Et que derrière tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui encore en devenir, hein, dans toute la transformation de cette société et de ses usages, que ce soit la santé, l'éducation, l'environnement, les télécoms, c'est ce que je dis toujours à nos interlocuteurs. Nous, on n'est pas un problème, on est des solutions. Donc la solution, il faut la prendre par le bon bout, hein, pour vraiment qu'elle agisse dans les meilleurs cas de figure. Et on se bat en particulier sur un certain nombre de thèmes qui sont assez emblématiques pour nous, parce que derrière ça, il n'y a pas simplement les opérateurs, il y a toute une filière industrielle qui est en cause. Hein. Quand je prends juste à titre d'exemple le mobile sans contact, en France, on a d'abord les opérateurs qui sont parmi les meilleurs au monde, qui ont choisi d'investir dans le mobile sans contact, puisque vous vendez maintenant quasiment une grande majorité des terminaux que vous vendez sont des terminaux NFC. Derrière ça, il y a les fournisseurs de cartes, qui sont des leaders en France, des leaders mondiaux. Il y a les fournisseurs de logiciels, il y a les constructeurs. On a toute une chaîne, toute une filière industrielle dans ce domaine-là, qui doit démarrer, et on doit aller à fond dans ce type de développement de ce projet. Et pour ça, on a besoin d'un environnement qui soit un environnement favorable, sur lequel le politique, évidemment, peut avoir un certain pouvoir d'action. Donc voilà, je dirais grosso modo ce que l'on dit. Je vais vous passer à deux, vous aurez le temps de dire ça, ce qu'on raconte en termes de propositions, mais ça rejoint à peu près ce que vous avez dit tout à l'heure vis-à-vis de... évidemment, c'est des choses qui se tournent vers l'environnement, les décideurs publics, hein, si je veux dire, autour de tout ça. On n'attend pas tout du décideur public, on peut prendre beaucoup de choses entre nos mains, et je pense que ça repose aussi sur le dessin d'un cadre qui soit un cadre favorable pour le développement de ces activités qui sont. Voilà, juste en annexe le transparent évoqué tout à l'heure sur la perte de pouvoir d'achat par rapport à nous allions comme restitution de pouvoir d'achat côté opératif. Voilà, je ne vais pas être plus long. Si vous avez des questions, je dirais des réponses. Merci beaucoup.